Alors, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette dernière table ronde, on a un intervenant, notre dernier intervenant qui m'a dit il y a 2 minutes qu'il était en train de se garer, donc il arrive, qui sera, comment s'appelle-t-il? Voilà, Nicolas, de Senior Company, Nicolas Urtiger de Senior Company, qui vient avec un de ses franchisés qui est lauréat de Réseau Entreprendre Limousin. Et puis nous avons ici Karine Noir, qui est lauréate de Réseau Entreprendre Limousin également de 2010, donc un petit peu plus d'1 an et demi, de Simply Bio, et qui va se présenter, et qui nous a fait le plaisir de faire les pâtisseries, entre autres du déjeuner, et plein de bonnes choses dont elle va nous parler tout à l'heure. Et puis j'ai à côté de moi François Raffin du cabinet Oki, qui va nous présenter la stratégie Océan Bleu, Blue Ocean en anglais, puisqu'elle vient d'un environnement anglo-saxon, et que l'on va surtout essayer d'appliquer ici à des petites entreprises. Nicolas ? Bonjour, venez. Voilà, Nicolas Urtiger, pardon. Bonjour Nicolas. Non, c'est pas grave. Installez-vous, on démarre à l'instant. Alors, ce que je vous propose peut-être en 2 minutes chacun, c'est que vous nous présentiez ce que vous faites. Et puis, pour qu'on puisse bien situer nos 3 intervenants, et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec François. Qu'est-ce que Océan Bleu? Honneur aux dames. À vous de... Voilà, un des 2 micros. Voilà, oui, c'est bon. Donc, un des 2 micros. Oui, c'est bon. Karine, la question classique, qui êtes-vous? Que faites-vous? Où allez-vous? Alors, bonjour. Donc, je m'appelle Karine Noir et je suis la créatrice de Simply Bio. Donc Simply Bio, j'ai fait notamment le petit déjeuner officiel ce matin, et également les buffets, les plateaux repas exposants de ce midi et le cocktail de ce soir. Donc je fais de la pâtisserie biologique, sucrée et salée, à destination donc de la restauration collective et principalement de la restauration scolaire. Et j'ai un second volet, une seconde cible qui s'adresse aux particuliers via la distribution spécialisée, donc les magasins biologiques et les épiceries fines. Et également un pan qui concerne les buffets professionnels. Nicolas, en 2 mots. Ouais, prenez l'autre. Voilà, pour qu'on puisse Nicolas Urtiger, Senior Company. Donc moi, je dirige un réseau de franchise dans le maintien à domicile. On a 16 agences en France. Donc on vend des heures d'intervention à domicile, aide à la toilette, aide au repas, aide aux courses. Je suis venu accompagner de mon franchisé, on a une agence à Limoges. J'ai créé l'agence en 2007, la première agence à Paris, et on a franchisé le concept en 2010, donc ça fait 2 ans maintenant qu'on développe le réseau, et on vise d'ici 2-3 ans les 150 agences. Donc un développement rapide, forte croissance. Les 2-3 chiffres importants pour situer Senior Company à la date d'aujourd'hui. Donc 5 ans d'existence. Oui, 5 ans d'existence. Le nombre de personnes, de collaborateurs que vous avez? Alors on a 200 salariés au niveau du réseau. Sur 2012, on va faire un peu moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. D'accord. François, oui, c'est la fin de journée. Alors, François, Océan Bleu, première question. Qu'est-ce que cette fameuse stratégie Océan Bleu et quel est son objectif? Alors, je peux vous répondre en... C'est un grand bavard. 1 minute, 2 heures, 3 jours, donc c'est un peu à la carte. Mais il y a plein de choses intéressantes dessus. Alors, donc Emmanuel me coupera la parole quand il estimera que ça sera le bon moment. Et puis si je vous saoule, vous pouvez faire manifester aussi que ça commence à bien faire. Je vais essayer d'être très court sur Stratégie Océan Bleu. Vous m'entendez bien comme ça? D'accord. Stratégie Océan Bleu, comme vous l'avez entendu, il y a une métaphore quand même derrière. On parle d'océan, etc. Alors que souvent, la stratégie, c'est stratégique, donc c'est sérieux, c'est très austère, on a des chiffres partout, on n'y comprend rien. Stratégie Océan Bleu, ça s'oppose, en pratique, ça vient compléter des démarches de stratégie plus classiques. Pour comprendre ce qui anime une démarche de stratégie classique, il faut se dire que dans ces démarches-là, on considère que le marché ou l'industrie dans laquelle vous êtes, c'est une donnée relativement intangible. Donc vous avez un terrain de jeu qui est bien bordé, c'est votre industrie, avec les acteurs de l'industrie, les grands, les petits, les rapides, les lents, etc. Vous allez comprendre ça à fond, donc vous allez vous imprégner des règles du jeu le mieux possible,
Et compte tenu de tout ça, vous allez vous dire, les 2 ou 3 endroits les plus intelligents pour me développer, c'est là, là et là, et vous allez essayer d'aller là. Sauf que tous vos concurrents font exactement la même chose sur exactement le même terrain de jeu et raisonnent exactement pareil. Donc au bout d'un moment, il y a un peu de monde là où vous essayez d'aller. Ça veut dire que tu définis l'espace concurrentiel dans lequel tu vas agir, et en fait c'est un grand marigot sur lequel tout le monde est armé de 2 pinces très fortes et serré violemment. Et donc c'est de la bataille, c'est de l'étranglement. C'est un peu ça. Bah, typiquement dans ce mode de réflexion stratégique, et il y a une raison pour ça, j'y arrive dans une seconde, les fondamentaux, c'est que pour gagner dans ce mode de raisonnement stratégique-là, il faut battre la concurrence. Il faut être plus fort. Et en gros, c'est quasiment un jeu à somme nulle. Je vois madame qui est en train de dire, oui, mais ça, c'est une lapalissade. Voilà. Et quand on est enfermé... Mais c'est pourtant tout à fait vrai. Et on tombe tous très facilement dans cet écueil. Bah, c'est plus facile de lire le monde comme ça que de le lire autrement. Ceci dit, quand on le lit comme ça, on se met tout de suite en conflit, en opposition, et on essaye d'être plus fort, meilleur, plus rapide. Ça conduit dans toutes les industries qui ont été étudiées, sur 10-15 ans, ça finit par se consolider, les plus forts mangent les plus petits, c'est un bain de sang, c'est pour ça que c'est un océan rouge. Ce qu'ont montré les fondateurs de la démarche Stratégie Océan Bleu, alors c'est assez étonnant parce que ça a été créé par Kim et Mauborgne. Kim est un Coréen, Renée Mauborgne est une Américaine, contrairement à ce que pourrait indiquer son prénom. Et les deux, en fait, ont forgé tout ça en France, à l'INSEE, à Fontainebleau. Donc vous voyez, c'est quand même très international d'entrée de jeu. Et eux, ce qu'ils disent, en fait, c'est que quand on regarde bien les choses, les entreprises qui durent sont les entreprises qui sont efficaces dans des océans rouges, hein, parce qu'il y a un moment, on finit tous par avoir des concurrents, mais qui régulièrement savent créer autre chose. Justement, ce qui s'appelle des océans bleus. C'est-à-dire qu'on se crée un autre terrain de jeu. Plutôt que d'être tout le temps dans la guerre, on va essayer de déplacer les choses plus ou moins fortement pour se retrouver sur une zone où, pendant un certain temps, on n'a pas de concurrents. Là, tu viens de dire quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est une question d'état d'esprit pour beaucoup. Quand on est sur un environnement concurrentiel, on se dit on va être meilleur, on va être différent, on va faire un truc mieux, mieux, moins cher, etc. Ouais. On va essayer de se trouver des points différents. Et en fait, souvent, bombille en tête, on tombe dans le mur quand même. Et ce qui m'intéresse, moi, dans cette approche-là, c'est qu'on prend le cube, on prend le Rubik's Cube et on tourne. Et c'est une question d'état d'esprit pour s'ouvrir. Comment peut-on faire les choses différemment pour retrouver de l'espace ? Est-ce que tu pourrais nous donner 1 ou 2 exemples pour justement illustrer la manière dont on a pu s'ouvrir un champ des possibles ? Alors il y a plein d'exemples en fait. Alors je vais faire une première réponse très macroscopique, puis après on va aller sur des exemples très concrets. Un argument qui doit vous faire penser que tout ça est possible, parce que vous pouvez me dire c'est drôlement sympathique comme soupe, mais c'est quand même du vent, et moi, tous les jours, je me cogne avec mes concurrents. Ça marche, hein, ça marche. Il y a un argument macroscopique qu'il faut quand même qui est intéressant à garder en tête, c'est que si on regarde comment les Américains classaient leurs différents secteurs industriels dans les années 50, ils avaient une dizaine de secteurs. En 97, ils ont mis ça à jour, ils étaient passés à 20 secteurs. Et sur un seul de ces secteurs qui était le service, ils ont été obligés, ça s'est tellement agrandi qu'ils ont été obligés de le diviser en 7 business différents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 50 ans, il y a tout un tas d'industries qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas à l'époque, et que dans 20-30 ans, ça va être la même chose. Il y aura tout un tas de nouvelles industries qui auront émergé, et on n'a même pas l'idée de ce que ça pourrait être aujourd'hui. Ça veut bien dire que cette idée qu'on est dans un terrain fermé et qu'il faut se battre dessus jusqu'à ce que mort s'en suive, elle est fausse quelque part. Voilà. C'est l'argument macro. Un argument micro, sur un exemple. Alors j'en ai plusieurs. Comme on a une spécialiste de l'alimentation, je voulais vous proposer de commencer par Prêt à manger. Alors c'est une chaîne qui est assez peu connue en France, qui est née au Royaume-Uni. C'est une chaîne un peu de fast-food qualitatif. Là, tu dis 2 mots qui sont difficiles à concilier. Mais c'est ça qui est très intéressant, parce qu'ils ont réussi une espèce de tour de force tout à fait étonnant. Ça a été fondé dans les années 90 à Londres. Les 2 fondateurs, qui étaient 2 copains d'université qui n'avaient jamais fait de business avant, se sont rendus compte, en discutant et en regardant autour d'eux, que beaucoup de gens, à la pause du déjeuner dans les grandes villes, typiquement Londres, ceux qui voulaient avoir des choses un peu gustativement intéressantes allaient dans les restaurants, ceux qui avaient absolument pas le temps allaient acheter des sandwichs complètement misérables, et puis, ok, ça tournait, personne mourait de faim, mais c'était pas satisfaisant. En creusant un petit peu plus tout ça, ils se sont aperçus que les gens qui étaient dans les restaurants, ce qui les embête, c'est que c'est long, c'est quand même relativement cher, et puis ils commençaient à avoir des gros doutes sur la qualité réelle de ce qu'ils mangeaient.
c'est ce qu'on appelle en stratégie Océan Bleu les non-clients imminents. C'est les gens qui sont prêts à lâcher une forme de réponse. Ils viennent quand même parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux, mais s'ils trouvent mieux, ils vous quittent quasiment dans la journée. C'est intéressant de les détecter assez tôt. Cogitant tout ça et surtout en cherchant les points communs à toutes ces insatisfactions, ils ont créé Prêt à manger. Alors Prêt à manger, l'offre en quelques lignes, c'est des sandwichs fabriqués tous les jours avec des aliments de très très bonne qualité. C'est très frais, il y a des légumes, etc. On peut manger relativement diététique en allant à Prêt à manger. On trouve des fruits, des jus de fruits pressés dans la journée, etc. Tout ce qui n'est pas vendu dans la journée est donné en fait à des associations qui aident des personnes en difficulté. Ça, c'est le côté qualitatif, le côté sain, c'est garanti, etc. Ils ont créé le côté vitesse. C'est des boutiques dans lesquelles vous entrez, vous allez prendre vos sandwichs, vos salades, etc. vous-même, vous passez à la caisse, vous ressortez. Temps moyen entre l'entrée et la sortie, 90 secondes. C'est beaucoup plus rapide que McDo. Oui. C'est incroyablement plus qualitatif. Et en termes de prix, c'est extrêmement abordable. Ils ont fait un carton. Pour vous donner des chiffres assez précis, en 2011, qui n'a pas été une année facile pour tout le monde, ils ont quand même fait plus 15% de croissance. Ils ont plusieurs centaines de points de vente dans le monde maintenant. Ils sont assez présents aux États-Unis, au Royaume-Uni, ils sont étendus en Asie. Et ils prévoient en 2012 de faire à peu près la même croissance, d'ouvrir une 50aine de points de vente supplémentaires. Ça marche très très bien et le concept tourne tout à fait. Et comment là ils se sont différenciés? C'est la durée, c'est le délai? Ils sont différenciés sur 3 paramètres clés en fait. En général, vous verrez que les démarches stratégie Océan Bleu conduisent à des choses très simples en termes de différenciation. C'est extrêmement rapide. Il n'y a pas plus rapide. Pour acheter un repas de qualité, vous ne pouvez pas faire plus rapide que Prêt à manger. C'est très qualitatif. Donc ça, c'est pareil, vous voulez trouver un sandwich de vraiment bonne qualité à un prix correct, ils sont les seuls sur le marché aujourd'hui. Et l'ambiance des magasins est agréable. C'est des lieux bien designés, c'est assez chaleureux, c'est pas prise de tête du tout, mais c'est qualitatif aussi. C'est pas un petit boui-boui de quartier repeint de temps en temps. Et ça suffit. Et alors, ça veut dire, dans la manière dont ils ont construit leur démarche, ça veut dire, sur quoi se sont-ils focalisés en disant, là, on va essayer d'être très bon, quitte à être moins bon sur certains sujets, puisque c'est une des caractéristiques de cette stratégie d'arriver à identifier quelques vecteurs sur lesquels il faut vraiment cartonner comme un fou. Le reste, c'est pas facile dans la mentalité française. On dit, on va accepter de ne pas être... On va faire moins. On va faire moins. Ici, en France, on veut être toujours les meilleurs dans tous les domaines, mais souvent, on fait du moyen. Bon. Là, typiquement, les 3 endroits où ils font beaucoup mieux, c'est les 3 que je vous ai indiqués. Là où ils ont fait des coupes totales, c'est que sur place, si vous voulez vous installer, manger en 1h30 et être servi à table, c'est juste pas possible, c'est Prêt à manger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service à table, etc. C'est pas du tout leur philosophie. Donc c'est pas un endroit où on reste longtemps, à l'inverse d'un Starbucks par exemple qui a beaucoup travaillé le contraire. Si vous pouvez rester 4 heures en prenant une tasse de café, personne ne vient vous mettre dehors. Chez eux, on va vite, c'est pas un endroit où on reste, c'est un endroit où on passe quelques minutes très agréables, mais on n'y reste pas. Donc là, il y a des coupes, claires. On ne trouve pas tous les types de plats possibles imaginables. Il y a beaucoup de variétés de sandwichs, etc. Mais si vous voulez des quiches, un petit plat chaud mijoté, etc., pareil, c'est pas chez Prêt à manger qu'on va. Donc ils ont une offre qui est quand même relativement resserrée, qui est facile à comprendre. Et quand ils renouvellent ça assez souvent, ça suffit pour qu'ils aient des clients extrêmement fidèles. Alors, si on revient au cran d'avant, pour arriver à bien resituer les éléments qui vont composer la démarche d'Océan Bleu, sur quoi est-ce que, après cet exemple, sur quoi est-ce que quels sont les éléments que tu peux nous donner pour décrire les composantes clés de cette démarche Océan Bleu? Alors, cette démarche-là, peut-être vous dire d'où elle vient quand même en quelques mots. Quand Kim et Borgne ont travaillé pour bâtir cette démarche-là, leur question c'était comment on peut faire pour redonner à des entreprises des capacités de croissance organique plutôt que de croître par acquisition en rachetant des concurrents, des plus petits, etc. Ce que font beaucoup les grands groupes. Mais ils sont arrivés à la conclusion, quand on étudie les résultats financiers, c'est pas extrêmement efficace. Ils ont étudié à peu près 200 cas quand même pour essayer de comprendre comment les gens avaient fait des trucs qui ont très 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 bien marché et qui n'étaient pas lisibles en stratégie classique. Et ça a donné cette démarche. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme outil à l'intérieur de ça? Il y a une première grille de lecture qui est un petit peu étonnante par rapport au marketing classique, c'est de s'intéresser beaucoup à ses non-clients. D'habitude, quand vous souffrez de la concurrence, on vous dit il faut connaître vos clients encore mieux, il faut segmenter en tout petits bouts et sur chaque bout avoir une offre qui est parfaitement adaptée à chaque segment, etc. Kim et Borgne ont dit en fait c'est une fausse bonne idée parce que ça vous conduit à avoir une offre qui est très 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 compliquée,
Quand vous avez 10 segments différents avec une offre pour chaque, déjà arriver à expliquer ça au marché, c'est pas une mince affaire. Et même des grands groupes ont du mal à le faire. Donc on va plutôt chercher les points communs à tout ça. Et pour comprendre où sont les freins à l'achat, c'est-à-dire qu'est-ce qui bloque votre croissance, vous apprendrez plus de choses en essayant de comprendre les non-clients. C'est-à-dire des gens qui pourraient acheter des choses proches de ce que vous avez, mais qui ne le font pas. Eux, ils vont vous dire pourquoi ils ne le font pas. Alors que vos clients ont pris l'habitude de ça, ils ne vous le disent plus. Il y a un exemple très frappant dans le livre, si vous avez le temps de le lire un jour. C'est Galway qui fait des clubs de golf aux États-Unis. Et ils se sont dit, c'est quand même bizarre, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont le niveau de vie qu'il faut pour faire du golf, qui pratiquent des sports de plein air, et qui pourtant ne viennent pas jouer au golf. Pourquoi ? Bon, ils sont allés les voir, c'est la meilleure façon de savoir, c'est d'aller poser des questions. Donc ils leur ont posé la question. Ce qui est sorti, c'est qu'en fait, ces gens-là ont dit, nous, notre vision du golf, c'est que c'est long à apprendre. Et effectivement, il faut à peu près 4 ans de pratique régulière pour commencer à avoir un swing un peu propre, un peu stable et se faire plaisir. Et ils ont dit, nous, ça nous saoule. On travaille beaucoup, etc. On n'a pas envie de s'embêter avec ça. On va faire du VTT, du cheval, etc. Et là, on se fait plaisir tout de suite. Galway s'est dit, OK, c'était le numéro 1 du club de golf aux États-Unis à l'époque, s'est dit, on va travailler une forme de club qui va rendre le geste plus facile. Et du coup, on va peut-être faire venir des gens au golf. Alors, ils ont fait ça. Ils l'ont appelé la Big Bertha. Alors ça, c'est les Américains. Enfin, ils l'ont lancé. Et ils ont fait un carton extraordinaire. Ils ont fait venir des dizaines de milliers de personnes sont venues au golf parce qu'effectivement, là, en quelques mois, on commençait à se faire plaisir. Pas au niveau d'un expert, mais on pouvait commencer à avoir une frappe un peu régulière, etc. Donc ça, premier objectif atteint. Mais ce qui les a beaucoup surpris et qui confirme l'intérêt de s'intéresser à ces non-clients, c'est que parmi leurs clients, et parmi des fidèles, il y en a qui se sont équipés avec la Big Bertha. Alors là, ils sont un peu tombés de leur chaise, donc ils sont allés les voir aussi pour dire, mais pourquoi, ça fait 10 ans que vous jouez au golf, mais vous achetez quand même ce truc qui est fait pour des débutants. Et les gens ont dit, mais vous savez, même au bout de 10 ans, c'est quand même pas facile le golf. Et nous, avec ce truc-là, on se fait plus plaisir qu'avec des clubs classiques. Et on s'en fiche de ne pas passer pour un super pro, on veut se faire plaisir en fait. Mais ça, ils avaient fait des sondages clients incroyables. Personne ne leur avait jamais dit. Pourquoi ? Parce que les gens qui jouent au golf régulièrement, pour eux, ce côté long de l'apprentissage, très précis du geste, etc., ça fait partie des inconvénients intrinsèques du golf. C'est-à-dire que si on veut jouer au golf, il faut l'accepter et on n'en parle plus. Et si tu prends un autre exemple qui est à nouveau dans le domaine de l'alimentaire, les boulangeries Paul, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Alors ça, honnêtement, je connais moins bien ce cas. Pas de chance, mais tu vas quand même nous l'expliquer. Ce qui me paraît intéressant dans ce qu'ils ont fait, c'est que si vous regardez ce qu'il y avait avant, en fait, c'est intéressant de comparer qu'est-ce qu'ils ont apporté. Pourquoi est-ce qu'on repère une boulangerie Paul dans une gare ou dans un aéroport ? Il me semble que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont revenus à des codes en fait très classiques qui avaient été complètement oubliés par les grandes chaînes de sandwicheries, etc. dans les aéroports. On a des trucs relativement peu chaleureux, très modernes, complètement banalisés. Paul est venu en disant mais attendez. Et pas bon. Et en plus, c'est pas qualitatif du tout. Donc Paul, en termes d'image, vous dit nous, on s'inscrit dans une tradition. On ne renie pas cette tradition-là. Au contraire, on va la revendiquer dans des endroits où normalement elle avait complètement disparu. Donc là, déjà, il y a un décalage qui est très net. On les repère tout de suite. Quand on va regarder ce qu'ils offrent, ils n'ont pas une offre archi pléthorique. Il n'y a pas 40 types de pâtisseries différents et 300 types de sandwichs. On retombe sur des choses qu'on comprend rapidement. Et c'est très bon. En général, c'est très très bien fait. Il faut reconnaître qu'il y a un vrai effort qualitatif. Et le prix est relativement convenable. Et ça suffit en fait. Il ne faut pas forcément des choses très très compliquées. Mais on voit tout de suite que c'est autre chose. Donc il y a une promesse lointaine qui vous attire le regard. Quand on va voir ce qu'ils proposent, effectivement, ça correspond quand même assez bien. On retombe sur des classiques qu'on décrypte vite. Et c'est qualitatif. Et voilà, il n'y a pas de fausses promesses non plus par rapport à ça. Alors on va aller chercher un exemple, alors qui n'est pas Océan Bleu, mais qui est sur l'aspect de la différenciation, justement, avec Corinne. Sur le domaine des gâteaux, puisque vous faites des gâteaux. Donc, quel a été au début le segment que vous avez cherché, de la manière dont vous avez analysé le marché pour vous positionner avec les quelques caractéristiques qui font la différence de votre offre, et ensuite, comment est-ce que vous avez bougé pour aller attaquer un nouveau marché ? Pourquoi est-ce que vous êtes passé ensuite de l'un à l'autre ? Donc, premier élément, qu'est-ce que vous faites exactement, votre positionnement ? Alors déjà, en préambule, entre l'étude de marché et la mise sur le marché de produits, c'est cool un certain laps de temps. Bien prêt pour qu'on vous entende bien. Voilà.
Donc s'écoule un certain laps de temps entre l'étude de marché et la mise sur le marché de produits. Donc la stratégie Océan Bleu est très délicate à appliquer à ce moment-là. Donc moi, ma différenciation en fait sur mes 2 cibles. Donc je vais retenir les 2 cibles principales, la restauration scolaire d'une part et d'autre part les particuliers via la distribution spécialisée et les épiceries fines. Sur la restauration scolaire, la différenciation repose essentiellement sur le caractère biologique des pâtisseries avec le Grenelle de l'environnement et l'intégration de 20% de bio dans les menus scolaires, de restaurants scolaires. Sur l'aspect nutritionnel également, puisque les gâteaux n'ont pas ni huile de palme ni sirop de glucose et on est sur un principe d'équilibre. Donc c'est un faisceau d'indices sur l'aspect circuit court, et là on est vraiment sur une différenciation assez forte, puisque on n'est pas sur de la distribution, on est du producteur au consommateur, et en termes de restauration scolaire c'est relativement, c'est rare. Là l'Océan Bleu je pense peut évidemment peut-être. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous travaillez bien, ou que vous allez bien travailler avec des restaurants scolaires? Qu'est-ce qui fait qu'ils vous ont acheté? Parce que des fournisseurs de pâtisserie dans la restauration scolaire, c'est pas ce qui manque sur le marché. Vous êtes nombreux, mais par contre, vous avez dû développer 1 ou 2 arguments particuliers qui ont fait tilt et qui font qu'aujourd'hui, vous vendez à ces restaurants scolaires. Alors, déjà, des transformateurs, producteurs, on va dire, de pâtisserie en vente directe en restauration scolaire, il n'y en a pas tant que ça. Ensuite, il y a l'aspect biologique. Donc là, on écrème un petit peu encore, donc une couche supplémentaire. Il y a le côté organisation et évolution de l'outil de production. J'ai un atelier, un outil de production qui est capable de répondre instantanément à une gamme, à une recette en provenance d'un restaurant scolaire. Et là, sur une différenciation directe par rapport à un grand groupe qui ne sera pas, vu ses niveaux de process et ses lenteurs d'application d'une modification de process, en capacité de s'adapter aussi rapidement. Simplibio peut le faire. D'accord. Alors, on va maintenant aller poser la question à Nicolas sur le marché des services à la personne. Oui. Là, c'est un marché qui a été assez explosif. Il y a eu beaucoup d'aide et d'accompagnement pour lancer ce marché-là 2005-2010. Ça se stabilise un petit peu. Par contre, vous êtes sur un segment qui est promis à un gros développement, qui est l'accompagnement des personnes âgées. Ce que vous faites et comment est-ce que vous allez vous différencier sur ce marché de l'accompagnement entre quand on a discuté un peu avant, le premier marché que vous visiez, le loisir, et maintenant une évolution importante vers un accompagnement un peu plus traditionnel. Donc expliquez-nous ce changement de cube, ce changement de prisme. Alors, juste pour préciser le contexte, je vais vous répondre bien sûr. Moi, j'ai été lauréat de Paris Entreprendre en 2007 et je me suis fait coacher par Thibaut Bechtoile, qui lui-même est adepte de la stratégie Océan Bleu et qui l'a implémenté dans sa propre entreprise Cosmos. Et au début, on avait des perspectives de développement hyper ambitieuses, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, et de créateurs. Et beaucoup de personnes nous disaient vous n'allez pas tenir vos objectifs. Ce qui était assez agaçant, surtout quand on ne nous expliquait pas pourquoi on n'était pas capable d'atteindre des objectifs hyper ambitieux. Et Thibaut a été le premier à nous dire... Quels étaient ces objectifs pour qu'on comprenne bien je parle d'objectifs chiffrés. Et donc le projet de départ, c'était de vendre de l'aide à domicile et des sorties loisirs. Mais là, en ce qui concerne les chiffres, je parle de chiffre d'affaires, de résultats, etc. Thibaut était le premier à nous dire il y a une chose qui me frappe, c'est que vous avez des perspectives de développement complètement linéaires. Or, normalement, il faudrait que ce soit exponentiel. Peu importe le temps que vous mettrez à bâtir votre modèle et à construire votre stratégie, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 3 ans, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un point d'inflexion dans votre développement et que ça s'accélère. Et de là, il a commencé à nous expliquer effectivement la stratégie Océan Bleu. Et donc, on y a travaillé pendant 1 an ou 2. Au début, 50% de notre business devait reposer sur des sorties loisirs accompagnées. Et au bout d'1 an, on a fait le constat qu'on avait eu des belles retombées presse parce que tout le monde trouvait le service plutôt sympathique. Séduisant, mais on n'avait pas le vendre. Donc on a fait un choix un peu difficile de
laisser tomber ce type de prestation pour se recentrer en fait sur de l'aide à domicile, mais tout en développant de manière un peu plus subtile le credo approche plus humaine, approche plus conviviale. Et donc, on a dû faire un certain nombre de choix. Vous évoquiez tout à l'heure la difficulté de se dire, il y a certains critères d'achat sur lesquels je vais être mauvais ou que je vais mettre de côté. Moi, en l'occurrence, il s'agit du site internet. Je suis plutôt jeune. Tous mes amis trouvent mon site pas terrible. Et en fait, je m'en fous. Parce que c'est pas comme ça que je vends. Mes acheteurs, mon site web ne génère aucune vente. Il y a très peu de trafic. Mes acheteurs, finalement, sont des professionnels de santé, ce sont les hôpitaux, ce sont les cliniques. Donc, autant mettre toutes mes forces sur le développement des ventes, plus en mode B2B. Et donc, d'où la stratégie de développer des agences de proximité, puisque c'est assez cohérent avec le côté convivial, le côté humain. D'où la franchise, parce que ça permet de se démultiplier plus rapidement. C'est un super levier en termes de développement, d'ouverture d'agences. D'où les événements aussi locaux, avec des colloques, des conférences débats qu'on est en train de développer. La difficulté, c'est d'arriver à être hyper cohérent entre le positionnement, le concept qu'on se fixe, et puis ensuite faire en sorte qu'à tous les échelons opérationnels, ça se traduise. La qualité de l'exécution ensuite. Exactement. Bon, exactement. C'est le plus difficile. Ça, c'est encore un autre sujet. On ne va pas le traiter aujourd'hui, mais c'est peut-être un sujet le plus difficile à traiter pour des jeunes entreprises qui vont vite. Je vous le confirme, oui. Bon. Alors, ce que vous dites là, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on part d'une situation, puis alors comme classique, on fait 2 fois moins en 2 fois plus de temps. Ça, c'est une règle, un intangible dans les startups. C'est normal. Tombez dedans. Merci. Bienvenue au club. Et à partir de là, il faut donc changer la manière de faire, parce que si on continue, c'est à peu près certain, on va dans le mur. Alors là, on revient à notre fameuse stratégie, c'est-à-dire s'il faut changer les choses, il y a autour d'Océan Bleu, il y a 4 mots qui sont intéressants, que Nicolas, vous avez à peu près décrits, pour arriver à réinventer un nouveau territoire d'action. Ces 4 mots, c'est éliminer, réduire, augmenter et créer. ERAC. François, quelques mots par rapport à ça. Alors, oui, quelques mots. Alors, quand vous entendez comme ça la liste dite par Emmanuel, on se dit, de toute façon, par rapport à un truc qui existe, je ne peux pas faire tellement autre chose que ça, parce que si j'élimine, je réduis, j'augmente et je crée, c'est quoi les autres possibilités de mouvement? Alors, c'est vrai que si on s'arrête là, ça sert à rien. Si on va un peu plus loin, vous allez vous apercevoir que ça devient beaucoup plus intéressant. Ce que dit la démarche stratégie Océan Bleu, c'est qu'avant de rajouter des choses, ce qui est quand même la tentation de la plupart des innovateurs, des entrepreneurs, si on prend un existant, on peut dire je vais rajouter tel service, telle fonction, tel truc, tel machin. Dans le logiciel, on fait tout. Alors là, vous prenez, y compris papa-maman. Prenez une société comme Microsoft, par exemple, voilà. C'est terrible. On arrive à des usines à gaz extrêmement difficiles à vendre, très chères, plus personne ne comprend rien à l'offre. Donc là, la recommandation, et c'est une exigence forte dans ce type de démarche, c'est de se dire, avant de rajouter, on va essayer d'enlever des choses. Et du coup, la question qu'il faut se poser, c'est quels sont les facteurs, les paramètres, les dimensions de mon offre, de mon produit, de ma façon d'aller sur le marché, qui sont considérés comme des évidences incontournables par l'industrie où je suis, et qui en fait ne sont pas nécessaires pour de vrai, pour la cible que moi j'ai découverte. C'est une façon de remettre en cause des orthodoxies. À un moment, vous ne ferez pas des océans bleus en restant dans les règles du jeu établies. Il va falloir remettre en cause quelques vérités solidement établies. Un exemple très 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 grande échelle, mais qui illustre ça très fort, ça a été le lancement de la Wii par Nintendo en 2006. Ils avaient face à eux 2 géants, Sony, Microsoft, et il était clair que s'ils jouaient sur le même terrain de jeu que ces 2 géants, ils étaient morts d'entrée de jeu. Il n'y a aucune possibilité, ils n'avaient pas les moyens techniques ni financiers de se battre. Alors ils ont déroulé un certain nombre d'outils de stratégie Océan Bleu sur lesquels on reviendra, mais notamment les non-clients. Ils sont arrivés à la conclusion que, par exemple, il y a tout un tas de gens, dans les jeux vidéo, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir s'amuser simplement. Et le fait qu'il y ait une très haute résolution sur l'écran, ils en ont strictement rien à faire. Le fait qu'il y ait un lecteur de DVD dans la PlayStation ou autre, ils ont déjà un lecteur de DVD et ça coûte 30 €, donc ça ne les intéresse pas non plus. Le fait d'avoir un gros disque dur, ça ne les intéresse pas non plus. Donc ils sont arrivés avec une console vidéo qui était, d'un point de vue purement technique, sensiblement moins performante que leurs concurrents. Quand ils sont arrivés sur le marché avec ça, toute l'industrie a hurlé de rire en disant « c'est une régression ce truc ». C'est moins performant, il n'y a pas de disque dur, il n'y a pas de lecteur DVD, ils n'ont rien compris au marché. Bon, alors ils n'ont rien compris au marché classique, mais ils ont créé un marché complètement différent. Au total, cette console a quand même plus que doublé le marché mondial du jeu vidéo.
c'est pas du à la marge quand même, hein, comme ouverture. Mais là, ils ont éliminé complètement cette caractéristique-là. Il n'y a pas un petit disque dur, il n'y en a pas du tout. Avait-on besoin d'un disque dur pour pouvoir faire des jeux vidéo? Alors, pour le cœur de cible évident de l'industrie, qui est le hard gamer mâle de 15 à 25 ans, c'est absolument indispensable. Et si on reste enfermé dans cette cible-là, on est foutu, il faut y passer. Si on est capable d'ouvrir, s'apercevoir qu'il y a tout un tas d'autres gens qui pourraient être intéressés et essayer de comprendre ce qui, eux, les motive, on s'aperçoit que finalement, il y a des millions de gens qui ne sont absolument pas intéressés par cette caractéristique-là. Vous avez remis en cause une orthodoxie de l'industrie. Réduction, c'est exactement la même chose. On va vous dire il faut être super bon sur telle et telle caractéristique. Vous allez dire oui, d'accord, pour les gens classiques qui achètent ça et qui sont habitués, peut-être. Mais nous, on a trouvé d'autres personnes qui pourraient être intéressées par un truc où c'est plus simple. Par exemple, là, la résolution de la Wii a un écran qui est nettement moins fin que ce que font leurs concurrents. Mais ça ne les a pas empêchés de doubler le marché mondial du jeu vidéo. Hein, donc pour arriver... Et en plus de gagner sur les coûts de production. Et puis ils ont... Alors ce qui est intéressant effectivement là-dedans, c'est que non seulement ça permet de se poser des bonnes questions et de remettre en cause des orthodoxies, un des objectifs de Stratégie Océan Bleu, c'est de comprendre avant les autres qu'un certain nombre de vérités qui sont devenues obsolètes, et de trouver les nouvelles vérités, si possible, avant les autres aussi. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à se créer des espaces de liberté. Et quand on élimine et quand on réduit des choses, bah forcément, votre produit ou votre offre coûte moins cher à cet endroit-là, puisqu'il n'y a plus la caractéristique correspondante. Et l'idée de Stratégie Océan Bleu, c'est qu'à l'inverse de ce qu'on vous dit à l'école, en stratégie classique, hein, on vous dit qu'il y a deux possibilités pour dominer un marché. Soit vous explosez vos concurrents sur les coûts, vos coûts de production sont nettement meilleurs, soit vous les explosez sur la valeur. En gros, c'est vous faites la Logan ou alors vous faites une BMW haut de gamme. Alors ça, c'est vrai, d'un point de vue, ça a été démontré économiquement, c'est vrai quand vous restez sur le terrain initial sans changer les règles du jeu. Si vous créez un nouvel espace, on peut faire les deux en fait. Et c'est ça que vous dit Stratégie Océan Bleu. C'est à la fois d'être extrêmement percutant sur les coûts, parce qu'on va viser un marché de masse, et en même temps d'offrir quelques ingrédients de valeur qui sont extrêmement différents de vos concurrents. La Wii, typiquement, offre cette interface ludique, c'est les premiers qui l'ont fait. Alors, ils ont été un peu copiés avec la Kinect, mais on peut jouer en faisant le geste qu'on fait dans la vraie vie. On peut jouer au bowling, par exemple. Pas besoin d'apprendre, il n'y a pas 40 000 manipulations micrométriques à faire avec 10 doigts, un pied, etc., comme dans les jeux classiques. C'est les premiers qui ont fait ça, et quand vous voyez ça, dites, tiens, ça m'intéresse, j'ai envie de jouer avec ça. C'est simple, c'est drôle. C'est pas compliqué à raconter, en fait, ce produit. Et c'est typiquement ce qu'on fait en Stratégie Océan Bleu. Et alors, sur les deux derniers mots, augmenter et créer. Et donc, augmenter et créer, c'est effectivement s'apercevoir qu'il y a des dimensions qui sont sous-investies par les acteurs classiques de l'industrie, sur lesquels vous pourriez mettre un peu plus d'argent. Et puis, créer, ben, c'est typiquement arriver avec 1, 2, 3 nouvelles sources de valeur que personne n'avait vues avant. Si vous prenez la Wii, bah, c'est ce côté ludique instantané. C'est la seule console de jeu avec laquelle un grand-père pouvait jouer avec sa petite fille ou son petit-fils et se faire plaisir. Bon, bah voilà, ça c'est créé. Ils ont créé là une dimension totalement originale. Dans le domaine des services, est-ce que tu aurais un exemple sur lequel on pourrait réappliquer cette démarche? Alors il y a un exemple qui me vient à l'esprit qui est celui des... Alors, c'est dans l'hôtellerie, c'est les hôtels Formule 1. Je sais pas si vous avez vu ça. Eux, ils ont fait exactement ça. Ils ont éliminé tout un tas de prestations. Vous allez dans cet hôtel-là, il y a on s'en rend compte. Rien. Vite. Et ils se sont concentrés sur, normalement, sur une literie qui est de bonne qualité. Hein, et donc, normalement, on peut dormir correctement. Et tout le reste, ils l'ont enlevé. Mais il y a plein de gens, quand ils voyagent pour le boulot, avoir une super déco dans leur chambre, ils s'en fichent complètement. Manger des petits plats absolument exceptionnels tous les soirs quand on est voyageur représentant de commerce, c'est quand même dangereux pour la santé. Donc, à la limite, aller manger dans un petit truc simple à côté ou même leur sandwich, ça leur va très bien aussi. Et donc ils ont créé une catégorie qui ne tombe dans aucune catégorie hôtelière à l'époque où ça a été créé. Personne ne savait dire si c'était un 1, un 2, un 3 étoiles. Ce qui est très intéressant, c'était très frappant au début. Quand on est sur un parking d'un Formule 1, vous trouviez à la fois l'équivalent de la Logan de l'époque, des vieilles 2 chevaux, des toutes petites voitures. On sentait des gens qui allaient là parce qu'ils ne pouvaient vraiment pas faire autrement. Mais aussi des très grosses voitures de gens qui y allaient parce que c'est juste commode, en fait, c'est tout. Voilà. Donc c'est possible dans plein de secteurs différents, en fait, cette approche. Dans le domaine donc des services à la personne, l'aide aux personnes âgées, sur quel segment, sur quel axe vous avez particulièrement travaillé pour renforcer votre propre terrain de jeu?
Alors, nous, on a réfléchi au niveau de nos process RH, marketing, commerciaux, comment être cohérent avec le credo approche plus humaine, approche plus conviviale, parce que comment on le matérialise en fait, ce côté plus humain, plus convivial. Donc, on a revu notre manière de recruter les salariés. On a mis en place des formations sur le savoir-être, sur les aspects comportementaux, en termes de commercialisation. Donc on a développé des agences de proximité avec des événements de relations publiques locales. Donc on insiste beaucoup sur l'animation locale faite par les franchisés responsables d'agence. Voilà. Et effectivement, par rapport à ce qui a été dit, la plus grande difficulté, ça a été d'accepter d'être pas si bon que ça sur certains critères où on se disait mais c'est pas possible, on peut pas laisser ça de côté. Mais en fait, par exemple. Alors typiquement, il y a le web que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a aussi les super emplacements. La première agence qu'on avait installée à Paris dans le 15e, on avait un super emplacement, une agence qui faisait l'angle. Qui a dû être prise ensuite par une banque, comme d'habitude. Hein quasiment. C'est une agence immobilière qui l'a prise ensuite. Et en fait, on s'est aperçu qu'on n'avait jamais rentabilisé cet investissement de départ parce que c'est pas ça qui rapporte des clients. Donc on a fini par déménager. Alors, à contrario, sur quel un ou deux éléments est-ce que vous avez décidé d'investir toute la valeur de senior, de senior compagnie? Voilà. Alors, typiquement, en ce qui concerne la publicité, on s'est dit, bon, la publicité à la radio ou spot, c'est bon pour la notoriété, mais là aussi, le retour sur investissement est plutôt faible. Alors que quand on crée des événements localement à destination des professionnels de santé avec lesquels on travaille, les infirmiers, les médecins, les assistantes sociales, on l'a expérimenté, le retour sur investissement, on l'a dans le mois qui suit, avec une augmentation de l'activité et des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Et ça, il n'y a aucun concurrent qui le fait réellement, à part quelques institutions comme France Alzheimer, France Parkinson. Et donc, effectivement, on a fait le choix de faire très peu de publicité, mis à part un petit peu de relations presse, et notre budget de communication, de vraiment miser là-dessus. Il y a un autre élément moi, qui m'a paru intéressant quand j'ai regardé un peu ce que vous faisiez, c'était, vous l'avez dit au début, la démarche assez éthique, et en particulier, et je pense que c'est un facteur de différenciation fort vis-à-vis en particulier des salariés de Senior Compagnie. Qu'est-ce que vous avez fait sur cet aspect-là? Parce que ce qu'on se dit, 200 personnes, 3 millions de chiffre d'affaires, on se dit, oh là, il y a un écart important, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est différent de ce qu'on pourrait faire en termes de ratio tout court. Quelle est la caractéristique? Comment est-ce que vous employez, vous trouvez, vous sécurisez, entre guillemets, les personnes qui vont délivrer le service auprès des personnes âgées? Alors, on a augmenté notre niveau de sélectivité en termes de recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recrute à peu près 10% des candidatures qu'on reçoit. On a revu le process de recrutement, on a mis en place des actions de formation. Pour avoir suffisamment de candidats, on a développé des nouveaux modes de sourcing aussi, et on a élargi un petit peu le vivier de candidats. C'est-à-dire qu'avant, on ne ciblait que des intervenants diplômés, expérimentés. Or, on s'est aperçu que finalement, on était sur un métier où on pouvait avoir de la main-d'œuvre sans diplôme, mais avec les qualités relationnelles, humaines. C'est un marché compliqué, c'est un marché difficile, celui de l'aide à la personne quand même. Oui, donc on a effectivement mis en place des actions d'aide au retour à l'emploi, etc., en partenariat avec les pôles emploi, en partenariat avec les centres de formation spécialisés, ce qui nous permet de recruter du personnel qui n'a pas de qualification ou compétences d'auxiliaire de vie ou d'aide à domicile, mais qui a juste le côté humain, cette patte humaine qu'on recherche, et on va les former aux aspects un peu plus techniques. Et donc, nous, c'est ce qui nous permet d'avoir des intervenants qui sont extrêmement motivés. Et c'est vrai qu'on est sur un métier, c'est pas non plus évident, mais quelque part, nos 200 salariés sont aussi des commerciaux
qui sont quotidiennement en contact, en prise directe avec nos clients. Et on ne sait pas vraiment ce qui se dit, ce qui s'échange, ce qui se communique entre nos salariés et nos clients. Donc c'est hyper important de pouvoir fédérer les salariés et de jouer sur des leviers de motivation en termes de management autres que simplement les aspects salariaux. François, tu voulais réagir par rapport à ça. Je voudrais rebondir sur cette dimension. On a vu un certain nombre de façons de considérer son environnement pour arriver à des stratégies océan bleu. Il y a aussi une grille de lecture très très puissante. Ils ont identifié, Kim et Auban, ils ont identifié 6 façons de sortir de sa baignoire rouge ou de son océan rouge, ça dépend si on est sur un agromarché ou pas. Et nos 2 participants là illustrent, à mon sens, au moins 2 de ces pistes-là. Il y a une première piste, c'est de réfléchir sur les grandes tendances dans le temps qui vont de toute façon affecter la société dans laquelle on est et se dire finalement comment moi je peux faire quelque chose d'intelligent par rapport à ça. Le bio, c'est quand même une tendance super lourde. Je veux dire, c'est clair, ça ne va pas disparaître demain. Et c'est intéressant de se dire, à la limite, tous les acteurs du marché pourraient le faire, sauf qu'ils ne le font pas, parce qu'ils ont leurs habitudes, ils ont leurs process, comme vous l'avez dit, ils ont des processus de fabrication assez rigides, c'est pas facile d'intégrer d'autres façons de faire, il faut revoir les recettes, il faut revoir les temps de cuisson, voilà. Donc, bon, il y a de la place pour de nouveaux acteurs. La partie assistance à domicile pour les seniors, c'est évidemment une tendance archi lourde de tous les pays en voie de développement, enfin tous les pays développés au monde et bientôt de la Chine, donc vous avez un bel avenir devant vous. Là aussi, il y a plein d'acteurs de services qui peuvent y aller, sauf que c'est quand même pas comme d'habitude. Il faut revoir certains repères, il faut s'apercevoir qu'il y a des dimensions importantes que peut-être on n'a pas quand on vient juste livrer une pizza à la maison. Une autre piste, alors, qui est plus sur la partie senior compagnie pour moi, c'est Kim et Auban, ils ont vu que quasiment toutes les industries ont tendance à se focaliser, ça vous pouvez faire l'exercice pour celles que vous connaissez le mieux, vous verrez c'est assez rigolo. Toutes les industries ont tendance à se focaliser sur une dimension qui est soit le fonctionnel, soit l'émotionnel. En général, dans les métiers techniques, on est plutôt sur du fonctionnel, sur les trucs qui marchent, c'est le métier d'ingénieur. Techniquement, c'est absolument parfait. Bon, il n'y a pas un gramme d'émotion dans l'offre. Et quand vous allez parler d'émotion des ingénieurs d'un Schneider Electric ou autre, ils vous regardent et disent il est complètement fou. C'était le cas de Thibaut Beschwal dont voilà. Nicolas parlait tout à l'heure, qui fait du logiciel de contrôle des réseaux, d'optimisation du contrôle de réseau. C'est vachement sexy. Il y a d'autres industries qui sont à fond dans l'émotionnel. L'industrie de la cosmétique, du parfum, etc. ne parle que de ça. On vous montre des gens magnifiques. Si vous achetez tel truc, vous allez vieillir moins vite. Machin. Enfin, on est dans l'émotion pure. Le reste, c'est complètement à côté. Parfois, en inversant justement cette approche, vous arrivez à faire des choses qui déstabilisent complètement l'industrie, parce que vous la prenez à l'envers sur une de ces dimensions fortes, et vous pouvez vous créer un océan bleu. Là, il me semble que vous avez perçu, alors je ne sais pas si vous l'avez formalisé comme ça ou pas, mais vous pourrez nous le dire, vous êtes rendu compte sur le terrain que la dimension émotionnelle était extrêmement forte en fait dans votre business, alors qu'il me semble que la plupart des sociétés de services raisonnent très fonctionnelles. Si vous faites de la maintenance de chaudières à domicile, il faut des gens qui connaissent bien les techniques des chaudières, ils prennent leur rendez-vous, ils arrivent, ils testent, ils encochent une case, et puis ils s'en vont, et puis terminé. Ils sont pros, on ne leur demande pas plus, il n'y a aucune relation émotionnelle avec le prestataire. Donc j'imagine qu'une entreprise qui a comme ça 4 ou 5 familles de services classiques à domicile, qui se dit tiens, pourquoi pas les seniors, il y a un gros business là-dessus, elle va arriver exactement avec la même mentalité. Processus, des gens qui vont être pros, mais c'est tout. Ils vont remplir des fiches, des trucs, des machins, et ils sont complètement à côté de votre cible. Et du coup, là, je pense que vous avez un facteur de différenciation qui est intéressant, surtout que vous avez l'air de le jouer de façon cohérente du début à la fin. C'est-à-dire, je recrute d'une certaine façon, je recrute des gens différents, etc. Je recrute mes clients autrement. Et vu de loin, je ne suis pas spécialiste dans l'industrie, je vous encouragerais effectivement à aller loin là-dedans. Parce que c'est pas facile à copier pour une Suez ou un truc comme ça, ils auront du mal. Oui. Alors, Nicolas, puis j'ai un autre exemple qui est dans cette même logique. Merci, et effectivement, pour rebondir sur ce que vous avez dit à la fin, l'inconvénient dans un métier de service comme le mien, de l'approche hyper fonctionnelle, c'est que c'est très facilement copiable. Effectivement, il y a tout un tas d'outils informatiques, je pense notamment à la télégestion qui arrive sur le marché des services à la personne. L'industrialisation, là, carrément. Voilà, mais c'est très facile à copier. Et, je veux dire, dans le mois qui suit, mes concurrents ont implémenté les mêmes outils que j'ai pu implémenter. En revanche, si on arrive à développer effectivement une image de marque et au niveau de chacune de nos implantations, un réseau local, une notoriété locale, et qu'on arrive à devenir une référence
à la fois pour nos clients, nos prescripteurs, mais aussi pour nos salariés en termes d'aide à domicile, parce que finalement, moi, je suis sur un métier où la rareté de la ressource et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée est une grosse contrainte. Ouais. Donc, si on arrive à lever cette contrainte, on a un gros avantage compétitif. Ouais. Alors, il y a un autre exemple de. Alors, je suis pas sûr que ce soit que ce soit exactement une démarche Océan Bleu, mais qui rejoint un peu ça, qui est une autre société de nettoyage, en fait. Le nettoyage dans les bureaux, c'est souvent avant 7h du matin ou après 21h. Et donc, le personnel qui fait ce nettoyage a des conditions de travail qui sont assez difficiles. Et je ne sais plus c'est une grosse structure qui a changé sa manière de faire et qui a fait en sorte que les prestations de nettoyage se déroulent dans la journée. Donc, qui a changé la manière encore de percevoir le service, la manière dont c'est fait, et qui a réussi à relier avec ça un nouveau lien entre le client, les consommateurs du service de nettoyage, ce que nous sommes tous dans les bureaux, et les équipes qui font ce nettoyage. Et en même temps, vous disiez tout à l'heure le côté éthique, ça a complètement changé la manière de faire. Et je crois savoir que depuis, ils ont eu un développement, enfin, ils ont consolidé leur part de marché de manière extrêmement significative. Voilà une autre manière d'illustrer comment on peut changer les choses. François, peut-être une synthèse, parce que l'heure tourne et qu'on a un très sympathique cocktail qui nous attend, préparé par Karine. Karine, ce soir, elle a un peu les valises sous les yeux parce que ça a été un gros boulot. D'accord avec toi. Hein. Bon, t'as raison, mais un gros boulot pour préparer les buffets de toute la journée. Donc, bravo en tout cas pour ce sujet-là. Donc, François, 2-3 mots de conclusion sur cette démarche. Vous met la pression quand même. J'ai une concurrence assez rude. Je ne sais pas si j'arrive à la jouer stratégie Océan Bleu pour vous faire oublier le buffet, mais ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous avez vu un tout petit échantillon. Il y a plein d'entreprises qui ont fait des choses fascinantes en stratégie Océan Bleu. Ça commence à être quand même pas mal utilisé dans le monde. Et vous pouvez me dire, bon bah ok, d'accord, donc c'est foutu parce que de toute façon tout le monde le fait, donc maintenant c'est mort. Et alors, le côté magique de cette approche-là, c'est qu'en fait, si vous vous souvenez de ce que je disais au tout début, avec cette idée qu'il y a 2 fois plus d'industrie aujourd'hui aux États-Unis qu'il y en avait il y a 50 ans, etc., c'est que les possibilités de créer des nouveaux business sont à peu près infinies. Hein, c'est-à-dire que même si vous avez 3 concurrents dans le même business qui font tous du stratégie Océan Bleu, ils vont arriver avec des trucs différents. Parce qu'ils n'ont pas la même histoire, ils ne vont pas regarder exactement les mêmes choses, ils ne vont pas flasher sur les mêmes percées. Et il y a une infinité de nouvelles choses qu'on peut faire, combiner, inventer, créer des nouveaux terrains, etc. Donc, ça, c'est quand même un message d'espoir. Dans cette démarche-là, donc, je vais juste résumer quelques outils hein, et puis vous dire un peu comment ça se déroule concrètement. Donc, on a vu qu'il y avait cet intérêt très prononcé sur les non-clients. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les clients, hein, on va les voir aussi, mais on essaie de comprendre pourquoi il y en a qui ne viennent pas jouer avec nous. Et c'est beaucoup plus riche que d'aller voir ses propres clients, même s'il faut le faire. Il y a la matrice dont on a parlé, c'est d'abord chercher à éliminer, à réduire des choses avant d'en rajouter. On simplifie avant de rajouter. Et vous regardez les offres des opérateurs télécoms en ce moment, c'est quand même hallucinant de complexité. Donc alors, il faut qu'ils fassent du stratégie Océan Bleu à mort pendant au moins 50 ans. Il y en a quand même un qui a changé la manière d'aborder. Il y en a un qui arrive, voilà, et il est arrivé avec un truc simple. Il vous a pas dit, alors moi j'ai 40 caractéristiques, je suis un peu mieux là-dessus, un peu moins bien là-dessus, machin. Non, ils ont dit, voilà, moi je suis killer sur les prix, je vous en mets un maximum pour le moins cher possible. Puis tous les autres disaient, bah ouais, mais alors maintenant c'est difficile de faire du business. Pas de chance. Pas de chance. Il y a 6 pistes, donc 6 façons différentes d'essayer de sortir de son océan rouge. On a vu grande tendance dans le temps, là, ça peut être très riche, les aspects émotionnels, fonctionnels, et à réfléchir aussi sur la chaîne d'acheteurs-utilisateurs, sur quelle partie vous vous focalisez ou sur quelle partie se focalise l'industrie aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer? Qu'est-ce qui se passe si je regarde un autre? Et il y a des exemples où vous dites, oh, ça a vraiment fait des choses fabuleuses, qui ont duré longtemps, parce qu'il y a un Danois qui est toujours leader mondial de l'insuline Oui, c'est le leader mondial de l'insuline. Ça fait 23 ans qu'ils ont fait leur mouvement Océan Bleu, hein, donc il y en a quand même qui durent. C'est très intéressant aussi de comprendre tous les produits et services complémentaires qu'on peut mettre autour d'une offre. Comment je peux rendre la vie de mes clients la plus simple possible en regardant les choses à travers leurs yeux et pas à travers les yeux de mon industrie. Hein, Apple, c'est le champion du monde de ça. Hein. Il vous dit, au lieu de vous dire, je vous fais un téléphone, puis le reste, débrouillez-vous, il vous dit, non, j'ai compris que vous aviez plein de problèmes à gérer avec ce truc-là, je m'occupe de tout, ça va être super simple. Et ils ont complètement balayé les frontières entre tout un tas d'industries. Ça a gêné énormément des acteurs dominants comme Sony dans les baladeurs qui a complètement disparu et Nokia qui est en train de mourir. Donc c'est intéressant comme optique. Et puis j'en ai probablement oublié une, mais enfin bref, ça existe.
Ce qui est intéressant avec cette démarche, et c'est quand même un tour de force intellectuel, je pense qu'ils ont réussi à faire, Kimi Auborgne, c'est que c'est extrêmement ouvrant et en même temps c'est très structuré. C'est-à-dire qu'on n'y va pas du tout au hasard. Il y a des étapes, hein, c'est cadencé autour de 4 grandes étapes. Il y a plein d'outils pour les mener. Et c'est pas complètement un hasard s'il y a cette structure, parce que non seulement il y a un travail théorique absolument académique remarquable derrière, hein, il y a à peu près 20 ans de recherche quand même derrière, donc c'est pas anodin, mais il y a surtout une quinzaine d'années de pratique. Hein, très tôt, ils se sont dit, on est en train de comprendre un truc original, on est en train de comprendre des mouvements stratégiques astucieux qui ne se lisent pas avec les règles classiques. Mais ils ont voulu en faire quelque chose d'utile pour les entreprises, donc ils sont allés travailler avec des entreprises tout de suite pour dire, voilà, est-ce qu'on ne peut pas tester avec vous? Hein, donc il y a une histoire qui est énorme derrière. Et la chose qui est intéressante à partir de là, c'est que cette démarche, elle s'applique aussi à des jeunes et petites structures. On n'est pas obligé de s'appeler L'Oréal ni Renault pour pouvoir implémenter cette manière d'aller s'ouvrir des champs du possible et de s'aérer les neurones pour faire plus de business. Et pour abonder dans ton sens, hein, et je pense que ça devrait vous motiver à regarder ça de plus près, non seulement c'est possible pour des petites structures, mais c'est même plus facile en fait, hein, honnêtement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut un peu de temps, il faut un peu d'argent. Si vous êtes en train de mourir, c'est sûr que ça va pas être possible. C'est un peu tard. Mais si vous êtes dans une situation saine, donnez-vous le temps de le faire, vous verrez, ça va donner des choses. Pourquoi c'est presque plus facile? Parce que une des attitudes en stratégie Océan Bleu, justement, on vient dézinguer les règles de l'industrie. Si vous avez 200 000 personnes dans le monde qui incarnent cette industrie, c'est pas très facile du jour au lendemain de leur dire tiens, ben, demain on va faire complètement autrement. Si vous êtes une petite structure de 10 personnes ou de 50 personnes, c'est quand même beaucoup plus facile de faire un mouvement souple comme ça. Et pour vous montrer à quel point c'est quand même accessible à des petites structures, un des exemples archétypiques de stratégie Océan Bleu, c'est le Cirque du Soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est une entreprise qui a été créée il y a maintenant à peu près 25 ans. Ils sont plus de 6000 aujourd'hui. C'est une boîte qui marche très bien, ils sont très profitables, toujours en croissance. Ils font des spectacles absolument incroyables. C'est vraiment unique, quoi, hein, c'est complètement magique. Et ce truc-là a été créé par un saltimbanque des rues, hein, qui s'appelle Guy Laliberté. C'était un gars qui était cracheur de feu dans la rue. Et puis de fil en aiguille, il a eu l'idée de faire un truc un peu différent, et puis c'est devenu le Cirque du Soleil. Donc c'est vraiment accessible à des toutes petites structures. La différence du Cirque du Soleil et de Pinder, c'est qu'il n'y a pas de... Alors lui, il a enlevé les animaux. Il n'y a absolument pas d'animaux dans ces spectacles. Hein. Donc là, l'élimination radicale. Il n'y a pas de star. Infrastructure légère. Hein. Il n'y a pas le monsieur loyal, machin, connu universellement, star. Il n'y a aucune star. Donc ça, il a éliminé à mort. Ce qu'il a renforcé, c'est tout le côté magique. Il a gardé le côté un peu magique du cirque. C'est très très magique comme spectacle. Hein. Les décors sont extrêmement travaillés. Il y a un thème musical du début à la fin. Enfin, c'est très construit. Et il est allé chercher des choses dans d'autres industries du spectacle. Ça aussi, ça fait partie des voies de stratégie Océan Bleu. Hein. Je regarde les groupes stratégiques et puis je vais faire mon marché pour voir si je peux pas faire une combinaison complètement nouvelle. Il est allé chercher des choses dans l'opéra, dans le théâtre, dans la musique d'une façon générale. Et c'est des spectacles fabuleux. Et il a complètement changé de cible. Au lieu de cibler les enfants, le Cirque du Soleil cible les adultes. Ça coûte $100 la place. Et moi, alors, j'ai pas encore eu la chance de voir un spectacle en vrai, mais tous les gens qui y sont allés m'ont dit, parce que je leur ai dit c'est quand même cher, hein, $100. Et ils m'ont dit attends, dès que je peux, j'y retourne. Oui, absolument. C'est vraiment pas un problème. Quoi. Donc voilà vraiment une manière, et pourtant ça fait un coût élevé, mais vraiment une manière de changer la perception de la valeur. Et il y a une éthique aussi dans cette boîte. Je pensais à ce que vous disiez et à ce que vous allez sûrement développer. Comme Guy Laliberté, il vient vraiment de la rue, hein, donc c'est un gars qui a quand même beaucoup galéré. Il aide énormément de jeunes dans le monde entier et qui offre un emploi dans le Cirque du Soleil et en même temps il leur protège suffisamment de temps pour qu'ils puissent faire leurs études en parallèle. Donc il y a beaucoup de jeunes qui s'en sortent grâce au Cirque du Soleil dans le monde entier, hein, parce qu'ils sont à peu près partout. Voilà, un dernier mot assez positif sur ce sujet-là. Merci à tous les trois pour votre témoignage. Et on va aller retrouver le buffet qui nous attend. Merci Karine de l'avoir préparé. Et bonne fin de journée. Un petit mot, Président? Un petit mot, Président, à vous. Bien, je voulais simplement indiquer à nos invités que François sera à leur disposition pendant le cocktail s'ils souhaitaient lui poser quelques questions ou avoir un complément d'information. Et puis effectivement, je vais demander à l'ensemble des participants de bien vouloir rejoindre le cocktail qui va clôturer ce salon, cette 8e édition. Je vais
juste ajouter un dernier mot sur une manière, un autre exemple de changer la manière de financer les projets d'entreprise. Aujourd'hui, on crie haro sur une certaine population, on va dire, on crie haro sur les banquiers, mais ils font quand même bien leur boulot dans une bonne partie du temps. Mais on essaye tous de trouver de nouveaux moyens de financement, donc de changer l'approche. Où trouver ça? Et l'une des nouveaux marchés qui est en train d'arriver, alors qui marche très bien aux États-Unis, mais qui arrive ici en France, c'est le crowdfunding. Excusez-moi des gros mots. Hein, voilà, le crowdfunding, c'est-à-dire le financement d'un projet par tout le monde. Alors vous avez dû entendre parler de Major Company, qui est le site qui fonctionne le mieux pour pouvoir financer des projets d'albums de musique et de chansons. Et bien voilà, arrive ce mécanisme ici dans le Limousin, puisque je me permets de faire un petit peu de pub, mais voilà, avec le premier forum de la finance participative en Limousin pour découvrir de nouveaux projets et financer des projets dans un petit peu tous les domaines. Et ça aura lieu à la Fondation Laborie le 11 octobre. Donc voilà une nouvelle manière d'aller financer l'économie, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, où chacun est contributeur et bénéficiaire en même temps de cet environnement. Voilà, donc un petit coup de chapeau pour cette démarche. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.